Donc on va passer à l'exercice 2 sur le traitement des données de capteurs de pression. Donc ici, le but de cet exercice, ça va être de comprendre ce qu'on mesure avec un capteur de pression et comment est-ce qu'on fait pour retirer chaque composante, retrouver la pression atmosphérique, la marée et les données de vagues. Donc pour cela, vous avez, en plus du sujet, des données qui se trouvent dans le dossier pression. Donc dedans, on a plusieurs dossiers. Donc AN2.mat, ce sont des données où vous avez les données atmosphériques récupérées avec Météo France. Vous avez une routine qui s'appelle moyenne, une routine qui s'appelle T-label et des données qui s'appellent TP info pression, qui vont être les données de capteurs de pression que vous allez traiter. Et donc, je vais créer un petit script, encore une fois, test pression, qui me permettra de regrouper toutes les commandes que je vais réaliser. Donc, première question du TP. On va regarder un peu ce qu'il y a dans les données atmosphériques que Météo France nous donne. Donc, tout simplement, on va suivre ce qui est donné ici dans le TP. Je vais venir recopier les commandes qui sont là. Donc, pour charger un fichier, il faut faire load. Et pour tracer, on a vu qu'il fallait faire la fonction plot. On va regarder ce que fait la fonction T-label. Si je regarde les données que j'ai tracées. Voilà. Ici, nous avons des valeurs qui vont entre 980 et 1030. En abscisse, on voit que T-label a permis d'afficher des dates. Nous sommes sur l'année 2015. En zoomant, on va pouvoir savoir quelles sont les périodes où on a des mesures de pression atmosphérique un peu plus précisément. Donc en gros, du 15 décembre au 21 décembre, du 25 janvier au 2-3 février, et ici, pareil, du 20 février environ au 10 mars. Petite question code MATLAB. Vous avez vu qu'ici, il y a un troisième argument dans le tracé, plot. Si je trace ici, j'obtiens cette figure. Maintenant, si je retrace comme on avait fait tout à l'heure, et que je ne mets pas ce troisième argument, je vais obtenir ceci. Donc la différence, c'est que dans ce cas-ci, MATLAB va relier tous les points entre eux. Donc les périodes où je n'ai pas de mesure, j'ai l'impression de voir un trait. Ici, MATLAB va tracer seulement un point par mesure, parce que je lui ai mis l'argument point ici. J'aurais pu lui mettre aussi l'argument rond. J'aurais eu alors des ronds. J'aurais pu lui mettre l'argument étoile. J'aurais eu alors des étoiles. Donc après, vous pouvez fouiller dans l'aide de MATLAB pour savoir un peu plus tout ce qu'il peut y avoir comme différentes façons de faire ces symboles. Donc clear all, vous avez vu, c'est pour effacer tout votre workspace. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un close all, je voulais fermer toutes les figures. Donc je vais juste refaire load adm.2.mat pour réussir à récupérer mes données dans mon workspace. Donc PMR, on a vu que c'était la pression. La pression où? C'est la pression au niveau de la mer. Cette pression était de l'ordre de 1000. Ma question c'est 1000 quoi? Alors 1000, si vous regardez un peu la télé, la météo à la télé, vous avez l'habitude de voir 1013. Souvent, on vous parle de 1013, entre 980 et 1030. C'est une pression en hectopascal. D'ailleurs, du coup, le code étape pour cet exercice sera hectopascal. On trace de la même façon les variables FF, DD et pourquoi pas T aussi, qui se trouvent également dans le dossier. Donc c'est un dossier de données donné par Météo France de façon courante. C'est exactement les noms
que vous aurez si vous allez demander un dossier de données à Météo France. Donc, si je viens tracer, par exemple, DD, cette fois-ci, j'obtiens des valeurs qui sont comprises entre 175 et 350. Si je trace FF, j'obtiens des données qui sont entre 2 et 12. Si je trace T, j'obtiens des données qui sont de 8, 12, 4, 12. Donc rappelez-vous qu'on est en février. Donc je récapitule. DD, j'obtenais des valeurs qui étaient entre 200 et 350. D'ailleurs, ça ne dépasse jamais 360. C'est un indice. FF, c'était des valeurs donc plutôt autour de 8, 10. T, c'était des valeurs entre 4 et 12. D'après vous, quelles données on peut recueillir à Météo France qui sont intéressantes? Ici, pour DD, en fait, on a la direction du vent en degrés. FF, c'est l'intensité du vent en mètres par seconde. Et T, c'est la température de l'air. Donc, je ne m'étends pas plus sur ces données qui ne correspondent pas à ce qu'on va étudier dans le cadre de ce TP. Ce qui est important pour vous à retenir, c'est que quand vous voulez essayer de comprendre ce qu'est une donnée, regardez ses valeurs, puis regardez ensuite comment ça varie. Vous pouvez avoir l'intuition de ce que c'est. Nous avons terminé la question 2, nous passons maintenant à la question 3. Nous allons regarder de la même façon un peu les données de pression que je vous ai mis dans le dossier, dans le fichier tpinfopression.mat. Donc je récupère ça. On voit que dedans, vous avez les données delta P, raw time, raw P. Pour info, raw, ça veut dire brut. Souvent, pour les données brutes, ce sont les raw data. P apps, P atm inter, H1, H2. Donc, on va faire de la même façon. Soit vous double-cliquez ici, soit vous écrivez load tpinfopression.mat pour charger les données dans votre workspace. Et ensuite, on nous demande de tracer les données brutes. On obtient un signal de ce type. Grâce au T-label, on a également les dates. Je vais mettre en un peu plus gros les données pour qu'on puisse voir un peu mieux. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on observe ici? Si on regarde un peu mieux, vous avez en gros sur une journée 2 signaux comme ça. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations qui sont à beaucoup plus petite échelle. Donc ici, ce que vous observez, ce sont des signaux de marée. Il faut imaginer le capteur de pression posé sur une plage. Et là, donc, les marées basses, il n'y a pas d'eau au-dessus du capteur, donc il mesure simplement quoi? La pression atmosphérique. Puis ensuite, l'eau arrive au-dessus du capteur, monte de plus en plus avec la marée, puis redescend dans le sens inverse, pour respecter le temps. Les fluctuations que vous voyez ici, beaucoup plus haute fréquence, eh bien, ce sont les vagues. Si on zoome dessus davantage, par exemple ici, à pleine mer, hop, je vais observer des vagues de plus près. Donc il faut zoomer pas mal pour réussir à arriver à une discrétisation intéressante. Vous avez ici tous les points de mesure des vagues. Donc déjà, première chose, on voit qu'il n'y avait peut-être pas assez de points de mesure de vagues. Pourquoi? Parce que nos vagues ne sont pas très rondes, elles sont assez piquantes ici.
Donc on peut essayer d'aller voir combien de données on avait, quelle était la fréquence des données. Alors pour ça, c'est plus intéressant de tracer avec des points, comme c'est toujours pas très clair. Je vais faire un point et un tiret qui nous permettront peut-être de mieux visualiser. Et grâce au T-label qui s'adapte, on voit qu'ici sur la ligne, j'ai 1, 2, 3 points. Et si on regarde en bas, j'étais à 35 secondes, 37 secondes, 39 secondes. J'ai donc un point tous les 2 secondes. Alors ce qu'on avait vu, c'est qu'il était mieux d'avoir minimum un point toutes les secondes, et c'est mieux d'avoir même plusieurs points par seconde pour observer les vagues. Donc ici, c'est un peu léger au niveau fréquence d'acquisition. Alors d'après vous, en quelle unité nous sommes ici? On a une pression mesurée sous l'eau, et les valeurs sont entre 0,3 et 0,5. Alors c'est assez particulier, mais le capteur de pression mesure une pression relative, c'est-à-dire qu'il considère qu'il soustrait en interne la pression atmosphérique. Donc une pression relative mesurée sur une plage, on sait qu'on va mesurer environ quelques mètres d'eau dans une zone macrotidale. Donc, sachant que 1 bar équivaut à 10 mètres, ici, on voit qu'a priori, nous sommes en bar. Ça voudrait dire qu'on serait à marée haute entre 3 mètres et 5 mètres. Donc en effet, le capteur de pression mesure en bar. Si je veux tracer la pression mesurée dans l'eau et la pression atmosphérique sur le même graphe, déjà on fait hold on pour qu'il garde en mémoire la précédente figure et qu'il vienne tracer par-dessus la pression atmosphérique. Mais je dois, tout d'abord, convertir la pression atmosphérique que j'ai en hectopascal, je dois la convertir en bar pour pouvoir la tracer sur le même graphe. Alors comment on fait pour passer de hectopascal à bar? Bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Hectopascal, c'est égal à 10 puissance 2 pascal. Donc il y a une différence de 10 puissance 3 entre les deux. Donc ma pression atmosphérique, qui s'appelait Pmer, ma nouvelle pression Pmer, que je vais écrire par exemple en bar, ça va être le Pmer que j'avais avant, divisé par 1000. Je trace maintenant les deux sur le même graphe. Donc ici, j'aurai Pmer en bar. Et ici, la date qui correspondait à la pression atmosphérique s'appelait date atmosphérique. Donc là, j'ai les deux sur le même graphe. Je zoome pour essayer d'observer la période où les deux ont des données. Ici. Et donc ma pression atmosphérique est à environ 1 bar, ce qui est logique, hein, on a environ 1 bar de pression atmosphérique. Et la mesure de mon capteur de pression est entre 0 et 0,5 bar. Donc normalement, si j'ajoute la pression atmosphérique moyenne, qui est 1 bar, à mon capteur de pression, je lui ajoute 1 bar, je devrais retrouver ici la pression atmosphérique à marée basse, puisqu'à marée basse, je mesure la pression atmosphérique. Ce n'est pas tout à fait exact. Si on zoome bien ici, on voit qu'il y a une différence. Quelle est-elle cette différence? Alors le souci, c'est que le capteur de pression, pour réussir à soustraire une pression atmosphérique en interne du capteur sans l'avoir mesurée, il a une petite cavité où il y a de l'air qui est stocké et qui a une pression qu'on ne connaît pas, une pression qui est proche de la pression atmosphérique, mais qui n'est pas la pression atmosphérique réelle. Donc en réalité, on a une incertitude forte sur la pression qui est soustraite à la pression mesurée. Comment faire pour connaître cette pression et pour pouvoir recaler nos signaux afin
au final de retirer la pression atmosphérique du signal, parce que vous voyez que les fluctuations de pression atmosphérique vont créer une fluctuation dans les pressions qu'on mesure aussi au fond. Il est important de retirer la signature de la pression atmosphérique dans la pression mesurée sous l'eau. Il va falloir tout simplement réussir à faire coïncider la courbe rouge avec les données à marée basse. Donc pour ça, on s'amuse à chercher le petit coefficient qui va bien, qui va permettre de fitter les deux courbes. Voilà, après plusieurs tests, on constate que la petite cavité à l'intérieur du capteur de pression qui simulait la pression atmosphérique avait en fait une pression de 1 bar,03. Donc quand j'ajoute ça à mes données de pression relative que j'obtiens en sortie de mon capteur de pression, je retrouve bien qu'à marée basse, je mesure la pression atmosphérique avec des variations forcément très similaires entre mon capteur de pression sur le sable et les données Météo France. Il peut y avoir des différences entre les données Météo France et les données que vous mesurez sur la plage, parce que les données Météo France, en général, sont à une station. Ici, nous, on les récupère à Guipava ou au Conquet, et puis on va venir mesurer à Port-Melun, au Blanc-Sablon, je ne sais où. En gros, on considère en général que la pression atmosphérique varie peu dans un rayon de 30 km. Mais bon, après, il peut y avoir des fluctuations locales qui arrivent, et on voit qu'ici, on reste dans l'erreur du capteur, l'incertitude du capteur étant de l'ordre de 3 cm. Maintenant, on va pouvoir faire données rouges moins données bleues, c'est-à-dire la donnée de mon capteur de pression en pression absolue, là avec le plus 1,03, moins la donnée de pression atmosphérique, ce qui permettra de mettre à zéro les données du capteur de pression quand il n'y a pas d'eau par-dessus et de récupérer un signal qui correspondra uniquement à la variabilité du niveau de la mer. C'est la donnée qui est sauvegardée dans la variable ΔP. ΔP, c'est le différentiel de pression entre la pression mesurée par le capteur de pression dans l'eau et la pression atmosphérique. On voit que normalement nos données à marée basse sont plus ou moins autour de 0. Et voilà, on retrouve notre signal de marée avec des fluctuations dues aux vagues. Maintenant, il faut passer des barres ici à une hauteur d'eau 1 mètre. Pour ça, on avait vu en cours qu'il y avait deux possibilités. Donc, soit on utilisait la formule hydrostatique qui dit que donc, la pression c'est égal à ρGH. Donc, la hauteur c'est égal à la pression en pascal divisé par ρG. Soit on utilise la formule de Sanders, qui est un peu plus complexe parce que c'est une formule empirique qui récupère la pression en bar. Et on vient comparer les deux, si vous voulez, pour regarder un peu la différence qu'il y a quand on est dans si peu d'eau. Donc, H1, formule hydrostatique, H2, formule de Sanders, qui corrige en fait la pression par rapport à l'influence de la variation de la pression sur la masse volumique. H1 et H2 sont aussi dans les données que je fournis, donc on peut venir directement comparer les deux. Si on zoome sur les deux, donc il y a une courbe en bleu, une courbe en rouge, elles sont si proches qu'on ne voit pas forcément de différence entre les deux formulations. Alors, il va falloir que je zoome encore plus. Vous voyez que la différence va être, donc là on est en mètres maintenant, nous sommes en mètres, et dans la différence va se mesurer en centimètres. Et ici, vous avez 4, alors si on prend la petite figure, le pointeur 4,371 et ici 4,395. Il y a 2 cm de différence entre les deux. On peut réussir à avoir cette valeur en faisant juste le calcul, le maximum de la différence entre les deux. Ça va nous donner, vous voyez, 3 cm avec une moyenne de différence entre les deux signaux de 1 cm. Donc l'erreur, l'incertitude engendrée par l'utilisation de l'expression, la formulation hydrostatique, engendre donc 2 cm d'erreur, 3 cm d'erreur. Ça reste dans l'incertitude du capteur. Cependant, il vaut mieux ne pas cumuler des erreurs. 3 cm par-ci, 3 cm par-là, 3 cm par-là, on va obtenir très vite 10-20 cm de différence.
Si vous voulez essayer de calculer du setup avec votre capteur de pression, le setup étant entre 10 et 30 cm souvent, ça devient compliqué si vous avez déjà 10 cm d'incertitude. Donc, le mieux, c'est de garder la formule de Saunders. Peu importe, dans la suite, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Nous, dans la suite, on va surtout essayer de mesurer la hauteur de vague. Et pour mesurer la hauteur de vague, on n'est pas à 2 cm près. Donc tout ça nous conduit à la question 5. Question 5. Utilisez la fonction moyenne.m pour réaliser une moyenne mobile sur le signal afin d'en extraire la marée. Je vous demande à quoi correspondent les arguments de la fonction. Donc voilà l'exemple. h_30 égale moyenne h1 902. Si on prend la fonction moyenne, alors vous voyez ici, donc la fonction moyenne s'écrit ainsi, xn choix. Donc x, ça correspond à la variable que vous voulez filtrer. N, ça correspond au nombre de points sur lequel vous voulez moyenner. Et choix correspond à choix 1 coefficient de Pascal, choix 2 coefficient constant, choix 3 nan-min. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites une moyenne, vous pouvez faire une moyenne simple, ça va correspondre à coefficient constant. C'est-à-dire que vous prenez n points, vous faites la somme de ces points et vous divisez par le nombre de points. Ou vous pouvez utiliser les coefficients de Pascal pour pondérer, c'est-à-dire que vous allez donner plus de poids dans votre moyenne aux points qui sont proches du point central où vous êtes en train de faire votre moyenne, et moins de poids aux points qui se trouvent loin du point où vous êtes en train de faire votre moyenne. Ou le choix 3 nan-min, c'est une fonction MATLAB qui permet de faire des moyennes qui ne tiennent pas compte des nan. Des nan, c'est des not a number, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je n'ai pas de données. Donc, par exemple, imaginons que vous faites une moyenne sur 100 points, mais que sur les 100 points, vous avez 50 points où il n'y a pas de données. Et bien tant pis, le calcul va vous rendre une moyenne sur 50 points. Alors, pour ma part, je n'aime pas utiliser ce choix-là, parce que, imaginons que maintenant je fais une moyenne sur 100 points toujours, mais que j'ai 98 points où il n'y a pas de valeur, ça veut dire que votre calcul va vous renvoyer une moyenne sur 2 points. Or, une moyenne sur 2 points, c'est peu fiable comparé à une moyenne sur 100 points. Donc, pour ne pas perdre en fiabilité et en pertinence de mon calcul, je n'utilise pas le choix 3. J'utilise en général le choix 2, qui correspond juste à une moyenne simple, et le fait de faire une moyenne simple mobile permet en fait de filtrer les hautes fréquences. Si on veut récupérer notre signal de marée, il faut filtrer les hautes fréquences, c'est-à-dire qu'il faut filtrer les vagues. Donc c'est pour ça que je vous invite à choisir le choix 2 dans le PDF. Enfin, si on regarde le reste, donc le choix 2, 900, c'est le nombre de points que je vais prendre. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait un point toutes les 2 secondes. Donc si je prends 900 points, ça veut dire que ça correspond à 1800 secondes. 1800 secondes, ça correspond à 30 minutes. C'est pour ça que j'ai appelé cette variable ici, cette nouvelle variable, h_filtre30, pour dire tout simplement que j'avais filtré sur 30 minutes de signal. Donc si on regarde ce que ça donne, je fais le calcul, h_filtre30, c'est la moyenne, donc h1 sur 900 points, en considérant donc des coefficients constants. Je trace ensuite h1 et h_filtre30 sur la même figure, et j'obtiens ceci. Donc en bleu, vous avez la donnée brute, en rouge, la donnée filtrée, qui va correspondre donc à mon signal de marée, mon signal basse fréquence. On observe qu'il n'y a pas de données ici au niveau, quand il y a peu d'eau au-dessus du capteur. Pourquoi d'après vous? Comme je vous le disais, le problème si on fait une moyenne et que dans la moyenne, il y a un certain nombre de données qui n'existent pas. C'est le cas ici quand il y a peu d'eau au-dessus du capteur ou pas d'eau du tout au-dessus du capteur. On a enlevé les données, puisque ce ne sont pas des données de hauteur d'eau, ce sont juste des données d'absence d'eau. Et donc, quand on réalise la moyenne, comme il n'y a pas de données ici, durant 30 minutes, au moment où l'eau monte ou l'eau descend, on ne va pas réussir à faire les moyennes sur 30 minutes, puisqu'il y aura certaines valeurs qui n'existent pas. Ça ne pose pas forcément de soucis. On va venir ici récupérer nos données de marée pour réussir à soustraire la marée à notre signal
brut et récupérer seulement un signal de vague. Si on zoome un peu plus, donc ici, ce trait rouge va représenter le niveau moyen. Alors, si vous voulez voir l'impact du nombre d'échantillons que vous choisissez, on peut venir faire différents calculs. Si on teste également sur 15 minutes, sur 5 minutes, sur 60 minutes, donc 1 heure, on va venir voir l'impact que le choix de cette durée va avoir sur le filtrage. Donc on trace cette fois-ci les données brutes avec les données filtrées à 30 minutes en rouge, les données filtrées 5 minutes en jaune, filtrées à 15 minutes en violet, filtrées à 60 minutes en vert. Donc déjà forcément on voit que quand on filtre à 5 minutes, on perd moins de données ici au niveau du moment où il y a peu d'eau, puisque 5 minutes ça représente des intervalles plus petits, donc on va perdre moins de données. En revanche, donc si on zoome un peu plus, le 5 est encore assez bruité. Pourquoi? Parce qu'il va garder des fluctuations qui vont être à 10 minutes de ce genre-là. Et donc, on va garder plus de bruit. Le filtrage à 5 minutes n'est pas forcément suffisant pour filtrer des vagues. Filtrage à 15 minutes, on voit que c'est assez suffisant, c'est vraiment lisse, c'est vraiment propre. Filtrage à 30 minutes, très similaire, vous voyez un peu plus bas. Filtrage à 60 minutes, similaire mais vraiment très bas. Donc, comment on explique le fait qu'on descende là en niveau ici? Ben, c'est tout simplement parce que vous allez filtrer quand vous êtes à marée haute sur une zone, vous voyez, qui est courbée. Donc on va filtrer, alors si on regarde l'heure, de 8h40 par exemple à 9h40. Et donc forcément, on se retrouve sur une courbe et ça va pousser les points vers le bas quand on va faire la moyenne sur une courbe très large. Si on faisait la moyenne sur une courbe extrêmement large, sur 2 heures, là, vous voyez qu'on passerait vers le milieu ici pour faire la moyenne sur tous ces points-là. Donc c'est bien de ne pas avoir un filtrage sur une trop large période, puisqu'on risque là de minimiser la hauteur d'eau à marée haute. Mais il ne faut pas non plus descendre en deçà de 10 minutes au risque d'avoir des fluctuations dues aux vagues qui restent dans votre signal. Et comme vous voulez un signal de marée, il faut essayer de ne pas garder des fluctuations dues aux vagues. Donc je dirais que 10 minutes c'est un minimum, 15 minutes c'est très bien, 30 minutes ça peut être bien dans des zones où vous avez beaucoup d'ondes longues, type infragravitaire ou sèche. On en arrive maintenant à la question 6. Alors sélectionnez une marée haute, vérifiez graphiquement la fréquence d'acquisition, donc ça on l'a déjà fait, c'était 0,5 Hz. Sélectionnez un échantillon de 30 minutes de signal, donc 30 minutes c'était 900 données, et les tracer. Et soustrayez la marée de ce signal. Donc pour cela, on va commencer par aller chercher une marée haute. En prenant mon petit pointeur, et je vais venir prendre une marée au hasard. Je vais regarder, bon par exemple ici, grâce au pointeur, je sais que ce point-là correspond à la donnée environ 1,457 10 puissance 5. Donc une fois que vous avez tracé, si vous regardez la partie ici, je vais venir tracer une figure où je vais essayer de retrouver les données à marée haute qui correspondent au point que je viens de trouver, donc qui correspond à 146 000 et plus 900 points pour avoir 30 minutes, pour vérifier que j'ai bien les bonnes données. Donc voilà le signal sélectionné à marée haute en rouge, et on va venir lui soustraire la hauteur d'eau, la hauteur de marée que nous avons calculée en filtrant. En bleu, notre échantillon choisi à marée haute. En rouge, la marée telle qu'on l'a filtrée en utilisant un filtre à 15 minutes. On soustrait, donc on fait le signal bleu moins le signal rouge, et on obtient le signal noir, qui est bien un signal où il n'y a plus que des vagues qui oscillent autour de 0. Nous avons fini l'exercice 2.